Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au 43e Salon du Livre de l'Outaouais. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Merci beaucoup d'être avec nous pour une tradition annuelle que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer depuis plusieurs années déjà, la remise du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. On a 45 minutes parce que, bon, c'est pas avec une seule lauréate que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler, dans un premier temps, on va parler avec la lauréate du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais. Et puis un petit peu plus tard, Émilie Pedneau, qui est la lauréate du prix du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, va se joindre à nous. Mais sur ce, je cède d'emblée la parole à la vice-présidente de la corporation du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais, Madame Karine Villeneuve-Plouffe, qui va nous dire quelques mots au sujet de ce prix. Merci Hugues. Alors 2022 est une année bien spéciale pour le prix littéraire Jacques Poirier puisqu'il fête ses 30 ans. 30 ans de lecture d'œuvres issues de notre belle région, l'Outaouais. 30 ans de célébration de la littérature d'ici. Au fil des ans, le prix a subi quelques transformations. C'est toujours plus pertinent et dynamique qu'il revient en force. Notre nouveau logo, ainsi que le récent partenariat avec le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean témoignent de cette vivacité. Le prix littéraire Jacques Poirier, nommé en l'honneur du fondateur du Salon du Livre de l'Outaouais, souligne le talent exceptionnel d'un auteur ou d'une autrice qui habite dans l'Outaouais ou qui en est originaire, et il est accompagné d'une bourse de 2000 $. C'est grâce à nos indéfectibles partenaires que nous pouvons remettre ce prix. Je souhaite donc remercier chaleureusement, au nom de la corporation du prix littéraire Jacques Poirier, la ville de Gatineau, l'UQO, le Cégep de l'Outaouais, la Caisse des Jardins de Hollenmeux et le Salon du Livre de l'Outaouais. Depuis de nombreuses années, ces partenaires croient en l'importance de la culture et de la littérature en Outaouais et nous en sommes très reconnaissants. Je remercie également notre merveilleux jury indépendant qui s'est livré avec enthousiasme et professionnalisme à cette tâche ardue de désigner une œuvre gagnante parmi une vingtaine d'œuvres de grande qualité. Il est d'ailleurs possible de gagner un exemplaire de « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok », dédicacé par l'autrice, ainsi que le livre « Éventrer le bois » d'Émilie Pedneau. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page Facebook du prix Jacques Poirier pour les détails de ce concours qui se termine ce soir. Petit clin d'œil en terminant, le premier prix Jacques Poirier, il y a 30 ans, a été attribué, donc en 1992, à Monsieur Michel Dallaire. Et par un hasard très romanesque, nous remettons 30 ans plus tard le prix à Michel Lapierre Dallaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Villeneuve-Plouffe. Cette année, donc, le jury était composé de Paul Gosselin, André Sénécal, ainsi que du président du jury, Monsieur Francis Faubert, que j'invite à prendre la parole, puisque c'est lui qui va nous présenter l'œuvre récipiendaire du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais 2022. Bonsoir, Francis. Bonsoir, merci Hugues. Bonsoir où vous soyez. C'est un honneur pour moi de célébrer malgré ces temps un petit peu troubles, la littérature, le talent des autrices et des auteurs de chez nous. Même si c'est moi qui prononce ces mots aujourd'hui, c'est collectivement qu'on s'adresse à vous. J'aimerais saluer et remercier le travail de Paul Gosselin et André Sénécal, mes collègues membres du jury. Ces mots que je prononce aujourd'hui sortent de nos trois têtes, mais surtout de nos cœurs. Avant la grande annonce, j'aimerais prendre un moment pour remercier et féliciter les artistes qui ont proposé des œuvres audacieuses, intrigantes, pertinentes et engagées. C'est rassurant de réaliser à quel point l'Outaouais est un nid d'idées et de création. La littérature est souvent le reflet de la société en ce qu'elle nous renvoie une image de nous-mêmes et du monde dans lequel nous vivons. L'œuvre que nous avons choisie est un cri du cœur, lucidement écrite dans une belle prose, riche, imagée et percutante. Un ouvrage bien ancré dans son temps comme un miroir pur et dur d'une génération qui est la mienne. Ici, l'artiste a su nous parler dans le blanc des yeux de façon assumée et fière, malgré la dureté du propos, le trash, le rough. Le roman demeure lumineux et porteur d'espoir. C'est pour toutes ces raisons et pour plein d'autres que nous décernons le prix littéraire Jacques Poirier à Madame Michel Lapierre Dallaire pour son roman « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok ». Que ce texte puisse rayonner à la hauteur de sa puissance. Félicitations, Michel.
Félicitations, Michel. Merci beaucoup, Francis, et merci, comme je disais, aux membres du jury qui ont lu de nombreuses œuvres et qui ont sélectionné celle-ci. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, ok. C'est tout un titre, justement. On va y arriver dans quelques instants. Mais bonsoir, Michel Lapierre Dallaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations pour ce prix-là. C'est un roman, mais c'est ce qu'on appelle aussi une autofiction. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire? Allô? Puis merci infiniment. Je suis super honorée par ce prix-là. J'ai un peu une relation... j'ai eu dans le temps une relation d'amour-haine avec l'Outaouais. Là, c'est un peu comme un magasin dans lequel je suis rentrée. J'ai tout détruit. Puis après, j'ai essayé de ramasser ça un peu partout. Fait que là, tout est un peu propre, placé à sa place. Puis finalement, j'aime bien mon petit endroit. Fait que je suis super contente d'avoir ce prix-là. Ça veut dire beaucoup pour moi. L'autofiction, ça n'a pas vraiment été un choix dans le sens que ça s'est imposé. J'ai toujours... en fait, j'ai entendu Gabrielle Bouliane-Tremblay dire à un moment donné, on écrit par rapport à ce qu'on connaît puis qu'est-ce qu'on a vécu. Puis je trouve que c'est tout à fait vrai. Je me vois pas inventer une histoire avec des dragons puis des fées ou je sais pas quoi. C'est vraiment pas le genre de littérature à la fois qui m'intéresse trop, mais aussi que j'écris moi-même. Puis je dirais même que les quelques essais que j'ai faits, c'était pas vraiment bon, là, tu sais, c'était mieux de rester dans l'autofiction. Puis, ouais, en fait, ce livre-là était pas censé être un livre tant que ça, à la base. Je l'ai écrit parce que je me sentais dans l'urgence d'écrire puis de produire quelque chose. Puis, en fait, c'est par un hasard que je l'ai montré à quelqu'un qui s'est avéré être un éditeur, là. Tu sais, tout ça, c'était comme... ça l'a déboulé pour le mieux. Puis, je dirais juste que la vie a bien fait les choses dans ce cas-ci, ouais. Mais pourquoi avoir décidé de la publier? Parce qu'on peut la présenter à un éditeur, mais ça peut rester dans un tiroir. C'est quand même très, très personnel. Alors, pourquoi l'avoir publié? Pour prendre une place que j'ai jamais pensé que je pouvais prendre bien. C'est-à-dire que j'ai dans ma vie au quotidien, je suis quelqu'un qui soit prend toute la place ou soit n'en prend pas du tout. Puis en général, quand j'ai pris la place, c'était une façon plus négative, c'est-à-dire que je prenais beaucoup plus d'énergie que j'en donnais. Puis j'avais envie je savais en fait que j'avais quelque chose à dire, puis j'avais une énergie puis une présence qui est profitable au monde. Au moment où moi je serais guérie, puis je me sentirais assez bien de partager cette énergie-là. Puis j'ai toujours su que je voulais écrire. Fait que, en fait, quand Sébastien Dulude m'a dit « Hey, on a un livre, on fait un livre », puis que toute la mèche était super enthousiaste, je me suis un peu, au début, laissée embarquer là-dedans avec eux autres. Puis quand c'est devenu vrai, puis là, j'avais le contrat, puis j'étais prête à signer, tout ça, j'ai comme réalisé que ma parole allait être imprimée, elle allait rester gravée quelque part, les gens allaient la lire. Puis on allait en parler, ça allait inspirer d'autres personnes aussi à parler. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'était une bonne chose quand même de la publier, là, je dirais. Pas juste publier, hein, pas juste imprimer, maintenant primer aussi, carrément. T'as dit le mot guérir. Est-ce que c'est le récit d'une guérison? J'ai déjà dit, en fait, mes réflexions changent beaucoup parce que à tous les jours, je grandis, hein. Je m'alimente de plein de choses. Fait que ma façon de voir les choses change beaucoup, mais c'est, en fait, l'écriture en tant que telle, je pense, a fait partie de mon processus de guérison, mais par contre, le processus de guérison était largement enclenché et pratiquement à terme sur bien des aspects qui sont nommés dans ce livre-là pour que je sois capable d'en parler d'une façon qui allait aller rejoindre d'autres personnes aussi que, tu sais, je pense que on peut faire une autofiction avec des sujets qui nous concernent, qui sont super personnels, mais s'il n'y a pas une portée un peu universelle dans notre façon d'aborder les émotions ou les circonstances de ce qui est arrivé, etc., il faut qu'il y ait un côté universel pour qu'il y ait une catharsis qui soit possible avec la lectrice ou le lecteur. Fait que j'ai complètement oublié c'était quoi la question, mais si j'ai pas répondu, juste me le dire. En fait, non,
de guérison, justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu un déclic? Parce que là, je comprends que c'est parti d'un processus, tu as mentionné une catharsis, mais est-ce qu'à un moment donné, Michel Lapierre Dallaire s'est dit, là, je m'assois puis je l'écris, cette histoire? En fait, c'est plus l'écriture qui m'a dit de m'asseoir, là. C'est-à-dire que ouais. j'étais chez moi en congé de maladie pour plein de raisons, dans une période où je me garochais un petit peu partout sans avoir d'objectif. Là, je voulais tout toucher, tout voir, rencontrer tout le monde. C'était très Tout chaotique. ou rien, comme tu as dit plus tôt. Oui, tout ou rien, c'est ça. Ouais. Là, c'était tout. Puis finalement, je me suis retrouvée chez moi en congé forcé. Puis j'ai d'abord j'avais un cahier papier là, puis à tous les jours pour me sortir de cette dépression-là, cette déprime-là, je me forçais à écrire. Puis à un moment donné, je me souviens pas c'est quelle phrase exactement. Ben, non, je m'en souviens, mais ça me tente pas de la dire. Puis puis je l'ai écrit. Puis là, ça l'a découlé, là. Ça l'a coulé de source. J'avais quelque chose à dire. Puis tout est sorti d'un coup. En fait, ça a été écrit peut-être, je dirais, en un mois, la première version, là, à écrire à tous les jours, puis à me relire, puis à... Mais comme j'avais pas l'impression que... En fait, j'étais certaine qu'il y a juste moi qui allais lire ça. C'est un échec, mais mais c'est une réussite sur d'autres points, là, mais ça, on est bien contents, nous autres, les lecteurs. Ouais, ben c'est ça. Mais au début, j'écrivais tout ça en me disant « Ah, je peux dire tout ce que je veux, j'ai pas besoin de me... » J'avais pas d'autocensure. Puis ça donnait un côté vraiment authentique dans mon écriture que j'avais pas quand j'écrivais des choses auparavant avec l'idée que quelqu'un allait le lire. C'est comme, j'essayais d'écrire en me disant qu'est-ce que la personne elle va penser quand elle va lire cette phrase-là, ce qui marche pas du tout, là, comme c'est vraiment, ça coupe l'élan dans le fond. Puis là, ben mon élan, j'étais certain qu'il resterait pour moi. Fait que ça a été toute une épreuve aussi de faire lire ça pour la première fois à quelqu'un. Puis au début, mon processus, c'était que je lisais à voix haute des bouts à certaines personnes pour leur demander leur opinion. J'avais l'impression que si j'étais là pour lire, c'était ma voix, que j'étais là physiquement pour incarner ce que j'étais en train de leur dire. Ça l'ajoutait une valeur. Mais faut que je me dissocie aussi de l'art que je fais, je pense, pour que ça finisse par appartenir aux gens qui vont l'avoir entre leurs mains. Puis finalement, ben, quand j'ai donné ce manuscrit-là à Sébastien et à la Mèche, dans le fond, puis c'était un laisser-aller que je pensais pas avoir à faire. Puis le laisser-aller, c'est juste agrandi avec le temps. Puis là, je suis correcte. Libéré d'un poids? Délivré? Libéré d'un poids. Pas... Je dis à un moment donné dans mon livre que je pense que c'est pas vrai qu'on peut guérir de tout, puis ça, je continue de dire que c'est vrai. Je pense que c'est ma psy qui m'avait dit ça il y a une couple d'années, que dans le fond, on est comme des clôtures en bois. Puis il y a des choses qui arrivent, ça fait des encoches dans le bois, on peut repasser par-dessus avec de la peinture, puis la clôture, elle va fonctionner quand même, tu sais, elle va être belle, puis elle va être utile pour qu'est-ce qu'il faut qu'elle soit utile, mais il va toujours avoir l'encoche, puis je pense que c'est un peu à tort qu'on essaie à tout prix de guérir tout. Tu sais, c'est correct de pas tout à fait guérir les choses, qu'il y a des choses qu'on guérit pas, puis on apprend à vivre avec, puis à canaliser puis à catalyser, c'est ce qui ressort de ça, je pense. Mais la guérison à tout prix, c'est ça. Je pense que c'est d'actualité, mais c'est pas ce que moi je recherche. Oui, il y a des encoches qui sont plus profondes que d'autres. Là. À un moment donné, le wood filler, ça marche, mais pas sur toutes. Ouais, c'est ça. J'aimerais que tu nous lises un extrait, s'il te plaît, de ton livre. Oui. Juste avoir une idée aussi du souffle de l'écriture. On en parle depuis le début. Je sais que plein de gens l'ont sans doute lu. Peut-être pas tout le monde qui nous écoute. Pardon. C'est rare que je fais ça, mais je vais lire un petit bout où je parle de ma maman. Puis je le fais parce que je sais que ma mamie, elle écoute en ce moment. Donc je vais lui dire bonjour en même temps avant de lire. La pizza vient d'être livrée. Ma sœur et moi sommes affamés. On a peinturé toute la journée les murs du nouvel appartement, tout en blanc.
Maman dit, blanc, c'est lumineux, ça va nous éclairer. Ma sœur et moi partageons la même chambre, celle au bout du couloir à l'opposé de la cuisine. On partage la chambre et un lit double. Ma mère a sa chambre à elle toute seule, mais on va souvent la rejoindre dans son lit le matin pour se coller, se rattraper. Toutes les trois, nous sommes assises sur le balcon d'en avant. Le soleil se couche lentement. Nos joues, nos mains, nos vêtements sont tachés de peinture fraîche. Le sol du balcon est émaillé, les bouts de peinture écaillés collent sous nos bas. Maman dit « Enlève-moi ça, ces bas-là, on est bien mieux nu-pieds. » Je la trouve belle, comme ça, sans maquillage, décoiffée. Elle rit et on dirait que des cascades chaudes nous enveloppent, ma sœur et moi. On mange la pizza avec les mains. Maman a commandé une pizza moyenne, pepperoni fromage, surtout sans oignons et sans poivron vert. Il fait chaud, l'été commence doucement. Les gens passent dans la rue et nous saluent. On n'est personne ici encore. Maman leur envoie la main. Ma sœur dit « Allô » en agitant sa pizza dans tous les sens. Maman sent bon, sa peau est douce et chaude. Elle nous prend dans ses bras et on regarde ensemble comme ça le soleil qui se couche. La première nuit, je faufile dans son lit. Elle se réveille, ouvre les draps. Je me blottis contre elle. Elle caresse mes cheveux. Elle dit, ma poupée, viens, on va dormir ensemble. On entend les souris et les rats courir à l'intérieur des murs. Des voitures passent dehors, éclairent la chambre par la fenêtre. Le ventilateur souffle une brise douce. Maman se met à pleurer doucement. Elle dit, ça va aller, ma poupée. La première nuit, je ne dors pas. J'écoute le cœur de ma mère qui bat. Merci. Ben, merci à toi, Michel. C'est qui tes inspirations littéraires? J'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Je réessaye. Est-ce que là, on m'entend? Est-ce que tu m'entends? C'est pas long. Michel Lapierre-Dallaire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous... Bon, on va voir si on peut rétablir la connexion avec Michel. Michel vient de réapparaître à mon écran. Alors, en attendant Michel est de retour. Bon, moi, on m'entend. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Michel, est-ce que tu m'entends? Je ne pense pas que Michel m'entende. On va tenter de rétablir la connexion avec Michel. Évidemment, vous comprenez que, de toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Ça fait 2 ans qu'on est tous en Zoom de toute façon, puis ces affaires-là, ça arrive tout le temps. Alors, on a beau faire tous les tests qu'on veut, on a beau être au Salon du livre de l'Outaouais, des problèmes de connexion, ça peut arriver n'importe quand. Michel, je vois que tu es de retour à mon écran. Est-ce que tu m'entends? Toujours pas, manifestement. On est aussi, et juste pour vous dire... Ouais. On t'entendait, puis là, tu viens de disparaître. J'étais sur le point de dire qu'en plus, en fait, c'est un entretien croisé. Depuis quelques années, en fait, lorsqu'on remet le prix littéraire Jacques Poirier, depuis quelques années, depuis 2 ans, on l'a jamais fait en personne. Peut-être un jour, on va le faire en personne, mais d'ici là, on le fait en virtuel avec toutes les anicroches qui peuvent se produire. En fait, on fait un entretien croisé aussi parce que après la première partie de l'entretien où je reçois le lauréat ou la lauréate du prix littéraire Jacques Poirier Outaouais, eh bien, je m'entretiens aussi avec le ou la lauréate du prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'était Émilie Pedneau, dont le titre de poésie Éventrer le bois a été retenu par le jury cette année, qui était supposé se joindre à nous. Mais on m'a dit qu'Émilie, en fait, ne pouvait pas se joindre à nous pour des problèmes de connexion. Alors, c'est peut-être de notre côté, en fait, les problèmes, finalement. Et je pense que c'est Florence Flaguéret, qui est l'éditrice d'Émilie, qui est avec nous. Bonsoir, Florence. Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, je vous entends très bien. En fait, vous m'entendez, c'est le bon signe. Le problème, c'est que moi, je vous entends pas. Et je sais pas si c'est moi qui vous entends pas seul ou si c'est tout le monde qui vous entend pas. Oh non. Attendez, je vais mettre des écouteurs, peut-être que Peut-être êtes-vous en sourdine. Je ne saurais vous dire. On va tenter de rétablir la connexion. Alors, je disais que Émilie ne pouvait pas être des nôtres pour justement des problèmes de connexion. Florence, elle l'est. Il faut juste ensuite qu'on règle les problèmes de son. Mais inquiétez-vous pas. On va arriver. Allô? On est de retour.
Je pense que tout a fonctionné. La technologie a été enfin notre ami. On est de retour au Salon du livre de l'Outaouais. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Alors, je reprends où j'étais. C'est la remise du prix littéraire Jacques Poirier-Outaouais. La lauréate cette année, Michel Lapierre Dallaire, pour cette autofiction, on l'a dit, intitulée. Il faut prendre tout un souffle, toute une respiration avant de lire le titre. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK. Alors, je m'entretenais avec Michel qui nous disait justement à quel point elle a pas choisi l'écriture, c'est un petit peu l'écriture qui l'a choisi. Elle a commencé à écrire et puis quand finalement la première phrase est arrivée, c'était une déferlante justement qui a mené à ce livre très, très personnel. Et parlant de livres très personnels, il n'y a pas grand-chose qui est beaucoup plus personnel dans le monde que de la poésie. Et comme j'expliquais avant justement qu'on soit coupé pour les pépins technologiques que vous connaissez, ben, je disais qu'Émilie Pedneau, qui est la récipiendaire du prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, devait être avec nous. Et pour des raisons de connexion, de connectivité Internet, elle ne peut être des nôtres, mais c'est Florence Falgueret, son éditrice, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Florence. Bonsoir, Hugues, Merci. ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Mais là, tout est rétabli côté connexion, donc ça va très bien. C'est sûr que je suis très content que tu sois avec nous, Florence. J'aurais certainement aimé avoir la chance de parler avec Émilie, mais rapidement, Éventrer le bois. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce recueil. Puis c'est drôle, je vais faire le lien avec ce que Michel disait. Juste avant qu'on nous quitte, Michel nous disait que des fois, il y a des clôtures de bois. Puis bon, c'était la petite qui disait ça, je pense. Il y a des clôtures, des fois, il y a des encoches qui sont finalement des entailles qui sont trop creuses. On a beau peinturer par-dessus, il y aura toujours une espèce de trou ou de brèche dans la clôture. Il y a pire que d'avoir une brèche, c'est quand on a carrément éventré la clôture. Alors, Éventrer le bois, c'est quoi ce recueil-là et c'est quoi le titre en fait? Oui, ben ce recueil-là, c'est une chose en soi. C'est un recueil qu'il faut lire pour le comprendre, j'imagine, comme toute poésie. C'est une expérience en soi. Donc, c'est un recueil en 3 parties qui explore plusieurs idées, plusieurs expériences aussi, en lien avec le corps, en lien avec l'enfance, en lien avec la famille. Mm-hmm. Le titre, c'est drôle que t'en parles, Hugues, parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour le trouver, le titre. Oui, en fait, il est tiré, là, je sais qu'Éventrer le bois, ça revient dans un des poèmes. Alors, pourquoi on a choisi celui-là, ces 3 mots-là? Le bois, c'était très important. Je pense que c'est important aussi pour la salvation dans le livre. Le bois, c'est ce qui nous permet d'échapper au corps. C'est le territoire qui nous permet de se retrouver. Puis on l'écorche parce que la violence, parce que c'est ça qui arrive des fois. Puis on est écorché, puis on écorche à notre tour. Puis on peut pas oublier ça. Donc les deux ensemble, ça fait comme une espèce de contradiction salvatrice, pour réutiliser ce mot que j'aime. Puis en tant qu'éditrice, qu'est-ce qui est venu te chercher dans la plume d'Émilie? My God, beaucoup de choses. Oui, je sais que je te prends un petit peu à pied levé comme ça. Oui, d'ailleurs, désolée, j'étais pas préparée pour parler de ce texte-là, puis ça me déçoit un petit peu parce que j'aurais vraiment aimé qu'Émilie puisse parler de son texte puis puisse échanger aussi avec Michel. Là. Je trouvais que c'était vraiment une belle occasion. Puis je profite de ton ouverture, Hugues, pour dire que on devrait organiser quelque chose pour se faire rencontrer ces 2 autrices-là absolument. Là. Donc, peut-être au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si les mesures sanitaires rendues là le permettent. L'année dernière, on avait la même situation. Michel Lavigne et Michel-Marc Bouchard, on les a eus virtuellement. Il a fallu qu'ils se rencontrent. Je pense qu'ils se sont rencontrés plus tard. Il faudrait que je vérifie. Je suis même pas certain. Mais enfin, on espère que ça va pouvoir se concrétiser, cette rencontre en personne. Donc, quand même, un recueil, absolument. Oui, très personnel. Moi, s'il y a une chose, je pense, qui puisse unir ces 2 œuvres-là, c'est à quel point c'est très personnel. On parle de l'enfance, justement. On parlait du titre Éventrer le bois. Michel, je te retourne la parole. Là, on faisait un petit peu... Je prenais un petit peu ton titre à la légère, disant que c'était tout un titre, mais ça vient d'où, ça aussi? Mm-hmm. En fait, est-ce que je peux commencer par rebondir pour le recueil de Émilie? Absolument. Je t'en prie, vas-y. Cool, parce que je l'ai lu plusieurs fois, là, parce que là, j'étais toute préparée. J'avais même des questions pour elle, puis
J'ai envoyé un texto là, ce matin pour lui dire à quel point ce recueil-là, ben je trouve qu'on se ressemble beaucoup. On a beaucoup de similarités dans notre écriture. Puis éventrer le bois, c'est ça que je lui disais. J'ai l'impression que les deux, on a l'idée de la maison, le corps comme une maison. Que à la fois, il y a des gens qui entrent sans permission dans cette maison-là, puis qu'on essaie de rebâtir la maison en érigeant des nouveaux murs, en les décorant comme nous, on veut enfin faire cet espace-là, le faire nôtre, cet espace-là, puis éventrer comme la maison qui a été détruite, mais clairement, un peu comme mon livre, je trouve que ce recueil-là, on le lit, puis ça peut avoir l'air très mélancolique ou douloureux, difficile, mais il y a full d'espoir, puis de lueur aussi, puis de lumière, tout ça dans ce recueil-là. J'ai des phrases comme coup de poing là que j'aurais voulu avoir écrites moi-même, mais je trouve que l'idée avec la mer, la maison, le corps maison, justement la forêt, il y a un passage dans mon livre où je parle les hommes d'où je viens, puis Émilie vient de la Côte-Nord, moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on a un peu les mêmes genres d'origine de femmes de bois, tu sais, avec les hommes de village puis de ville, puis l'idée des orignaux, de la chasse, des épinettes. Fait que je trouve que ce qui dégage de son recueil puis du mien, c'est assez similaire dans ça. Mais vraiment, moi, ce qui m'avait marqué avec le titre puis son sujet, c'était vraiment l'idée de la maison, puis que même dans cette maison-là où il y a en fait, même dans le message que j'ai envoyé ce matin, c'est exactement ce que je lui disais. J'ai dit, j'espère que on va pouvoir se faire visiter nos maisons nouvellement nôtres, dans le fond, qui nous appartiennent pour vrai maintenant. Puis moi, si vous avez aimé mon livre, je vous suggère celui-là d'Émilie. Là, dans le fond, c'est pas la même façon d'écrire, mais c'est des sujets qui sont similaires. Puis je trouve qu'il y a une sensibilité puis une émotion dans ce recueil-là que moi, en tout cas, c'est vraiment venu me chercher. Puis j'ai hâte de la rencontrer, moi aussi, pour vrai. Ben, je l'ai croisée au Salon du livre du Saguenay cet automne, Émilie, mais on n'a pas eu le temps d'échanger tant que ça parce que c'était un salon du livre, puis c'était en présentiel, puis il y avait comme plein d'affaires partout tout le temps. Là, mais j'ai vraiment hâte de m'asseoir avec elle puis de parler de son livre, ouais. Puis là, mon titre, pardon. Oui. OK, mon titre, j'étais partie. Bon, mon titre, il est long, il n'y a pas de ponctuation, il est tout écrit en majuscule, il n'y a pas vraiment de majuscule, de minuscule, ça prend, comme tu l'as dit, Hugues, ça prend du souffle pour le dire du début à la fin, sans se décourager. Il y en a qui se découragent, en plus, il y en a qui réduisent ça. Y avait-il des limites? Moi, j'en profite ce soir pour faire un statement puis dire qu'il faut dire le titre au complet. C'est très important. Puis, dans le fond, le titre a pas de bon sens. Puis c'était pour refléter un peu la vie de cette narratrice-là de mon livre qui vit avec un trouble de personnalité limite. C'est moi, ça, là, comme... Puis le trouble de personnalité limite, c'est un trouble de santé mentale qui est acquis. Dans le fond, c'est une série de comportements puis d'attitudes qu'on développe pour survivre à certaines situations puis des traumas qui nous arrivent, mais qu'après on continue d'appliquer sur des situations qui requièrent plus pantoute qu'on utilise ces façons-là de se gérer puis de gérer les choses qui nous arrivent. Fait que ça devient super toxique. Puis c'est souvent représenté comme justement la fille dans la vingtaine ou trentaine qui est complètement hystérique là, puis qui est super, tu sais, qui est bien cute à regarder aller, mais qu'on veut surtout pas qu'elle soit notre amie. Puis qui est comme justement dont la présence est essoufflante, puis qui est tout le temps un peu décalée de ce qu'on s'attend ou de qu'est-ce que les autres autour font. Tu sais, c'est tout le temps un peu en marge. Fait que le titre, je trouvais, représentait bien ça. Puis c'est aussi une phrase, ça veut dire plein d'affaires. Là. Comme il y a une question là-dedans, puis la narratrice y répond elle-même. C'est pour montrer comment est-ce que dans plein d'aspects, je me suis débrouillée beaucoup toute seule dans la vie à une certaine période. Puis aussi, cette phrase-là, elle prend un sens différent si c'est moi qui l'a dit, si c'est le personnage de la mère, si c'est le personnage de l'amant, si c'est
Fait que il y a plein de sens qui peut être attribué à ce titre-là. C'est vraiment intéressant. Puis Michel, merci aussi de ton petit topo sur la poésie d'Émilie. J'aurais pas pu mieux dire, mais je partage tout à fait ce que tu dis. Puis oui, j'espère que vous aurez la chance de vous rencontrer puis de parler, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent, ne serait-ce aussi qu'Émilie, elle est artiste visuelle. Je pense que tu fais aussi, toi, des arts visuels, Michel? Oui. Ben, ouais, mais c'est pas tes illustrations. Faut le dire, il y a quelques illustrations dans le livre, entre autres celle de la page couverture fort évocatrice. Il y en a d'autres du même acabit dans le livre, mais ce ne sont pas tes illustrations. Non, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Pierre-Nicolas Rioux. D'ailleurs, salut, et je le remercie. Je l'ai jamais rencontré, mais j'aime beaucoup son travail. Puis sur Instagram, il y a plein d'autres choses qu'il fait, c'est super. Mais sinon, ouais, je suis pas full bonne pour faire de l'autopromotion sur mon art visuel, mais je fais surtout du dessin de corps puis des nus, dans le fond, que je fais à l'encre de Chine. Fait que je peux illustrer vos livres si vous voulez avec des corps de madame tout nus. mais là, j'avais pas envie je suis convaincu qu'il y a un marché pour ça. Hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, qui n'a pas envie de... Non, c'est pas vrai. Il y en a plein qui ont pas envie de voir des madames tout nues, là, mais tu sais, je veux dire, admettons que ça vous tente, je peux vous en dessiner une. C'est ça que je veux dire. J'ai entendu même dire qu'il y en avait sur Internet, mais j'ai jamais vérifié moi-même. L'autre question que je voulais te demander, tu as dit que, bon, toi, c'était l'écriture, c'était ta façon pour toi, justement, de vivre ça, de raconter ça. Ça passait pas par autre chose que l'autofiction. Mais est-ce que la poésie, ça te tenterait? Ou est-ce que ça t'a déjà tenté? Ben là, comme tu vois, que moi, quand c'est très... Parce qu'il y a un rythme, là. Je veux dire, moi, j'avais mis des notes là, quand je disais, là, c'est comme Nelly Arcan rencontre Marjolaine Beauchamp. Là. Puis Marjolaine Beauchamp, il y a énormément de rythme. God, wow. Puis je me disais qu'il y a quand même ça aussi, ça peut se transposer, j'imagine. Enfin, je sais pas, je suis pas poète, mais je me demandais si la poésie, ça t'avait intéressé. Je pense que peut-être à moyen long terme, oui. Mais là, c'est comme j'avais trop d'affaires à dire trop vite, avec trop de mots, puis trop de déterminants, puis plein d'affaires que, tu sais, il fallait qu'il y ait un corps, puis que je sois capable d'utiliser des pronoms, puis d'être très descriptif. Puis je sais que tout ça est possible dans la poésie, mais je pense que j'ai pas encore les compétences pour faire ça correctement en poésie, ou de le faire d'une façon qui me satisfait, moi. Mais oui, clairement. Puis j'en lis beaucoup, beaucoup de la poésie. Puis souvent, c'est ce qui vient plus me chercher. Puis on m'a parlé que dans mon livre, il y a des passages. Là, d'ailleurs, il y avait une vidéo promotionnelle que j'avais tournée avec Farid, dans le fond, pour quand mon livre est sorti. Puis il y a un passage de mon livre que je lis, que je peux peut-être lire, là, vite fait. On a-tu du temps? Moi, je vois Il nous reste à peu près 5 minutes, mais allons-y. OK. Puis avec ce qui s'est passé, je pense qu'on peut dépasser de 1 ou 2 minutes. Là, je m'arroge ce droit-là. Puis si le salon du livre est pas content, ils vont me le dire. C'est bon. Alors... J'assume. Que la douleur vienne avec ses pattes sales, qu'elle pisse sur ma fraîcheur et fasse entendre son ululement de maladie mentale, ses reproches de vieille peau, ses plaintes de chatte en manque. Je serai déjà bien loin devant. Mes cheveux s'envoleront de sur mon crâne pour patcher les nids d'oiseaux dans l'hiver. Ma peau démesurée sera une couverte chaude pour les sans-abri du vieux hall. Je lancerai mon cœur par derrière dans la fontaine du carré Vaudreuil, les yeux fermés. J'apporte avec moi tout ce qui parle de chance et de fortune, des scènes noires, un bouquet de trèfles à 4 feuilles, des horloges figées sur 11h11, des amulettes, un pendentif, des incantations de grand-mère pas tuables. Je croise mes doigts, mes orteils, mes pieds, mes bras. Un coup d'état pour me déjouer moi-même de me saboter. Donc, ce passage-là, entre autres, c'est comme un poème en soi. Ouais. D'ailleurs, c'était un poème que j'avais écrit, puis que j'ai rajouté des bouts pour que ça fasse un petit texte suivi, mais à la base, c'était comme un élan poétique que j'avais eu. Une question que je voulais poser à Émilie, et puis Florence, bien sûr, je ne vais pas te demander de répondre à la place d'Émilie. Je vais poser la question à Michel, mais si jamais tu veux intervenir, bien sûr, n'hésite pas. Mais la question que je voulais poser à Émilie, en fait, c'est qu'elle a dit, entre autres, que la phase, je vais appeler ça la phase, mais en fait, toute la vague MeToo, hashtag MeToo, ça l'avait inspiré, ça l'avait... en fait, elle a dit, j'ai la citation ici, « Le mouvement MeToo est venu me chercher. »
Toi, Michel, le mouvement MeToo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et est-ce que ça a eu une incidence? Est-ce que sans ce mouvement-là, tu aurais écrit, voire publié ton livre? Oh my God, là, c'est un gros sujet, mais je pense que j'aurais fini par publier mon livre de toute façon. Okay. Cependant, la prise de parole de ces personnes-là, que je vais dire, je vais appeler des femmes parce que c'est la grande majorité, que c'est des personnes qui s'identifient comme des femmes. On s'entend, oui. Ces femmes-là qui prennent la parole puis qui dénoncent, que même de façon anonyme, là. Je veux dire, admettons qu'on est 2-3 personnes qui connaissent cet individu-là, qu'on met sur une liste. Je veux dire, ces personnes-là se sont mis à risque de savoir qui elles étaient, même si c'était anonyme, d'être dévoilées, d'être poursuivies, il y a un geste qui est courageux, là, que moi-même, d'être harcelée, ouais, puis il y a un courage là que moi j'ai pas encore eu. Tu sais, il y a aucun nom dans mon livre, puis les personnes qui ont posé des gestes que je dénonce sont décédées. Donc il y a une espèce de prise il y avait vraiment un courage là que moi j'ai pas eu, puis j'ai attendu même que tout ce monde-là soit plus là pour dire ce que j'avais envie de dire là-dedans. Mais le mouvement MeToo, je veux dire, c'est phénoménal parce que depuis que mon livre est sorti, là, d'abord, je me suis pas fait full d'amis gars, OK? Comme il y en a beaucoup qui me disent que c'est encore un livre qui donne l'impression à tout le monde que les gars c'est des violeurs, que comme je disais dans un article pour la recrue, je disais ben justement là, comme si t'es un gars qui pense que je favorise l'image de violeur de tous des hommes, là, comme c'est sûrement pour toi le livre qui s'adresse, tu sais, faudrait que tu lises parce que c'est vraiment pas ça. Puis à la limite, comme oui, tu sais, c'est le genre d'affaire qu'on peut pas dire ça justement. Les hommes violent les femmes. Comme depuis des millénaires, c'est ça qui se passe. Mais dès qu'on fait une généralisation comme ça, qu'on se permet de faire dans toutes sortes d'autres domaines de notre vie, politique, public, dès qu'on fait cette généralisation-là spécifique, là, il y a une avalanche de monde, de gars, d'hommes, qui sont prêts à nous expliquer que c'est pas vrai, puis c'est pas ça. Puis je pense que quand on publie des livres comme ça, quand il y a des mouvements MeToo, c'est juste, c'est pour montrer que on a le droit de faire un peu aussi cette généralisation-là, puis on a le droit de prendre la parole, puis on a le droit de dire ces choses-là. Puis non, évidemment que c'est pas tous les hommes qui violent des personnes. C'est pas ça qui se passe. Not all men, là, comme on voit souvent. Oui, c'est ça, mais tu sais, on n'est pas obligé non plus, le peu de temps de prise de parole publique qu'on a pour dénoncer, on n'est pas obligé d'en utiliser une partie pour dire ben non, gang, pas tous les hommes. Tu sais, on prend une partie de notre prise de parole de ce temps-là pour rassurer des hommes sur le fait que eux se sentent attaqués par. Il y a une affaire là-dedans qui marche pas, puis je trouve que le mouvement MeToo, puis dans le fond, la communauté de personnes noires qui ont parti ce mouvement-là, ça a inspiré toutes sortes d'initiatives qui font du bien, puis c'est juste le début. Fait que je suis contente que mon livre s'inscrive là-dedans, puis je ne peux que continuer à puiser de l'énergie et de l'inspiration dans ce mouvement-là. Ben, tant mieux. Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf une chose, tu dis que moi j'ai attendu, tout ça, les gens sont morts, c'est pas courageux. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, c'est tout à fait courageux ta prise de parole, celle d'Émilie aussi, je tiens à le mentionner. Donc, mais pour tout le reste, je souscris à 100%. Alors, on parlait d'inspiration. Est-ce que tu travailles à un prochain texte? Est-ce que tu as déjà un autre roman ou autofiction ou quelque chose d'autre en chantier, Michel? Oui, mais ça va être un peu moins triste, là. On va pas rester dans la dépression toute ma carrière littéraire. J'espère qu'elle sera longue. Mais oui, là, je suis quand même bien avancée dans mon deuxième projet. Oui. Puis je pense que comme ça a commencé avec ça, notre entrevue tantôt, que je disais qu'on parle de qu'est-ce qu'on connaît, ben je pense que je vais toujours un peu m'inscrire dans l'autofiction.
Mais il s'est pas juste passé des drames là dans ma vie. Là. Il s'est passé plein de belles affaires dans lesquelles je peux aussi m'inspirer pour écrire. Fait que ça va être plus dans ce sens-là, les prochains projets, je pense. Mais néanmoins, il y a de l'espoir aussi, je pense. Dans Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour, OK. Il y en a de l'espoir. Oui, tout à fait. Puis Ben oui, il y a de l'espoir. Je suis là avec toi ce soir, puis j'ai reçu un prix. Puis il y a ma amie qui m'écoute, puis il y a ma copine aussi, puis il y a plein de monde, tu sais, qui sont là pour moi, puis qui m'aiment, puis que j'aime, puis je suis là devant vous autres ce soir. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, clairement. Tout à fait. Florence, je sais pas si tu sais si Émilie a d'autres projets de poésie en chantier. Si oui, est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelque chose? Un scoop, je sais pas. Ben oui, Émilie a un autre projet en chantier qui va paraître dans quand même un peu longtemps, si je peux m'exprimer de cette manière. Mais oui, elle prépare ça. Puis j'ai l'impression que Émilie dirait c'est la même chose que j'écris. Donc mais c'est pas la même chose, c'est quelque chose de tout aussi beau puis tout aussi merveilleux, mais c'est différent, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter ça bientôt. Ben, on a hâte de voir ça, de voir cette œuvre-là. On a hâte aussi, puis on espère pouvoir justement accueillir Émilie, non seulement en virtuel, mais vraiment en personne au Salon du Livre de l'Outaouais. Et je te souhaite, Michel, et je te souhaite, Florence, que vous puissiez tous, Michel, Florence, Émilie, vous rencontrer au Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je me fais la promesse, là. En personne, tout à fait. Et puis, sinon, on va faire quelque chose tôt ou tard. Et puis, si je peux être là, je serais très, très, très heureux. Je serais très intéressé de justement d'animer une rencontre entre vous deux parce que j'avais encore plein de questions, mais évidemment, c'est tout le temps qu'on avait. Mais encore une fois, ben, je veux te remercier, Michel, de ta candeur, d'avoir été là. Félicitations pour le prix. Florence Falgueret, éditrice d'Émilie Pedneau, qui est l'autrice d'Éventrer le bois. Merci d'être arrivée comme ça pour nous parler de ce recueil pour Émilie in Absentia qui ne pouvait pas se joindre à nous là pour des raisons de connexion Internet, si j'ai bien compris. Quoique c'était peut-être de notre faute aussi, hein, parce que sachez qu'on a eu quelques pépins de notre côté. Alors, je rappelle le titre qu'on lit au complet. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchis, mais c'était par amour. OK. C'est publié aux éditions La Mèche. Éventrer le bois. Émilie Pedneau, c'est publié chez les éditions de la Maison en Feu. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, mesdames, messieurs. Si vous restez avec nous au Salon du Livre, le prochain entretien, ça commence dans 10 minutes. C'est une entrevue qui sera menée par la dramaturge et traductrice Lisa Lheureux avec le dramaturge et traducteur Robert Marigny. Merci. Bonne soirée. À la prochaine.